Bonjour et bienvenue à notre webinaire dont le thème est aujourd'hui le PoE, Power over Ethernet. De plus en plus d'applications utilisent le PoE maintenant, notamment l'éclairage, l'IoT, Internet of Things. La présentation sera faite par mon collègue Gregor Probst à côté de moi, et moi je m'appelle Ignacio Molina et nous sommes tous les deux conseillers en technologie chez Volta. Je servirai personnellement d'intermédiaire entre vous et les questions que vous nous poserez en direct via votre écran en utilisant la partie droite de votre écran prévue à cet effet. Et Grégor qui y répondra du mieux qu'il peut, mais je suis sûr qu'il répondra d'une manière très détaillée et pour répondre à vos questions. Donc, mais j'ai tout d'abord quelques infos pratiques à vous transmettre. Après ce webinaire, vous recevrez un email vous donnant accès à l'enregistrement du webinaire que vous avez vu, ainsi que le contenu de la présentation de Grégor en format PDF. Également, vous y verrez un questionnaire qui pour nous est très important parce qu'il nous permet tout simplement de nous améliorer au fur et à mesure de nos webinaires, de nos formations. Donc c'est un questionnaire qui accompagnera et qui se fait de toute manière anonyme. Donc nous vous y demandons tout simplement ce que vous pensez du webinaire. Est-ce qu'il est trop long, trop court? Est-ce qu'il est assez détaillé ou pas, etc. Donc, mais nous allons d'abord commencer avec un sondage pour savoir ceux qui parmi vous connaissent le PoE ou pas. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de bien répondre maintenant à ce sondage et nous vous donnerons le résultat de celui-ci dans quelques minutes. Et donc, voilà, je passe la parole à Grégor. C'est à toi, Grégor, pour commencer ta présentation. Merci Ignacio pour cette très belle introduction. En effet, comme Ignacio l'a mentionné, la technologie PoE est une technologie qui en fait existe depuis plus de 15 ans. Et c'est une technologie qui est utilisée pour alimenter de manière très simple et pratique des périphériques de basse consommation. Mais finalement, au cours de ces dernières années, on a remarqué qu'elle a suscité un intérêt toujours de plus en plus grand auprès de la communauté mondiale des installateurs. Et donc, une des raisons principales a été le fait que la PoE a pu finalement continuellement s'adapter à l'évolution de la demande des différents périphériques. Donc notamment dans sa montée en gamme en demande en énergie et en diversité de types de périphériques. Et donc maintenant, cette montée en gamme se caractérise par une montée en puissance jusqu'à 90 à 100 watts par port au niveau du switch, ce qui est déjà très intéressant. Et donc on arrive à ce moment-ci à une technologie qui est arrivée à une certaine maturité et au moment où justement par exemple, l'Internet des objets est en train de se développer partout dans le monde. Donc avec des applications très pratiques dans tout ce qui est domotique, mais aussi applications de réseaux industriels. Donc je propose de commencer cette présentation. Alors au cours de cette présentation, on va essayer de vous donner les bases et vous transmettre certains concepts qui sont vraiment cruciaux pour pouvoir bien comprendre cette technologie. Donc on va d'abord peut-être s'attarder sur ce que c'est réellement le Power over Ethernet, PoE. On va aussi s'intéresser maintenant à cette montée en gamme et ces normes qui sont apparues au niveau de l'industrie, mais aussi les types, les classes et aussi les différents modes de transmission de cette puissance au travers le réseau Ethernet. Ensuite, on va aussi un petit peu donner quelques mots d'explication sur les procédures de communication entre les sources d'alimentation PoE
et les récepteurs PoE. Aussi quelques avantages, comme toute technologie, elle a bien sûr des avantages très intéressants, mais aussi bien sûr des limitations qu'il faut mentionner et avoir à l'esprit à chaque fois. Ensuite, on va aussi essayer d'aborder le problème de la sélection des câbles Ethernet qui sont essentiels. On va l'expliquer au cours de la présentation. Donner quelques informations utiles complémentaires au sujet de différentes installations PoE. Et on va finir par un beau petite étude de cas d'un projet d'une société ARM donc en Grande-Bretagne, qui est une société qui produit des processeurs et des puces électroniques, et dont le siège central a été équipé par justement des équipements PoE. 6500 luminaires par exemple et 70 switches, donc c'est assez important. Ensuite, on finira par une petite conclusion. Et donc, voilà, je propose que l'on commence la présentation. Alors, Ignacio, vous avez demandé de réaliser un petit sondage pour savoir un petit peu qui est déjà un petit peu familiarisé ou qui utilise la PoE durant ses activités et dans ses projets. Donc, Ignacio, voilà, j'ai les résultats sous les yeux. Donc, quels participants appliquent parfois le PoE dans ces projets? Et donc, nous avons d'abord 39% pour rarement, peut-être à 1 à 2 fois par an. Donc, 37% des auditeurs l'utilisent 1 à 2 fois par an. Ensuite, vous avez non, jamais. Il y a 21% de nos participants qui ne l'ont jamais utilisé. Ensuite, parfois, de 3 à 6 fois par an. Et régulièrement, 1 fois par mois ou tous les 2 mois, 16%. Et finalement, beaucoup, 1 à plusieurs fois par mois, nous n'avons que 11% des auditeurs. Oui. Donc, c'est relativement peu connu. Merci Ignacio. C'est un résultat très intéressant que l'on peut éventuellement comparer avec l'audience qu'on a eue il y a 15 jours avec le webinaire pour la communauté néerlandophone des électrotechniciens. Exactement. Et on avait plus ou moins les chiffres comparables. La même chose, oui. 44% qui n'avaient pratiquement jamais utilisé ou qui ne connaissaient très peu la PoE, et entre 4 et 7% qui utilisent ou utilisaient ou qui vont utiliser la PoE de manière plus ou moins régulière. Donc merci beaucoup donc, voilà. Pour ce sondage, c'est très informatif. Donc je propose qu'on enclenche sur la présentation et donc qu'on se pose la question, qu'est-ce que le Power over Ethernet, PoE? Alors pour ça, je propose que l'on part d'un cas simple où on a un montage entre des périphériques de type classique non PoE. Et donc, vous pouvez observer que ces différents périphériques sont alimentés en data et en puissance sur 2 câbles séparés. Dans une installation PoE, que se passe-t-il? Nous avons la puissance et les data qui sont transmis sur un seul câble Ethernet. Donc, c'est vraiment une technologie qui permet de transmettre à la fois du courant continu en très basse tension, ça on verra par la suite, et des données, donc des data, sur un seul câble Ethernet. Et elle peut ensuite livrer cette puissance et ces data via ce câble Ethernet aux équipements terminaux, donc les différents périphériques, par exemple comme des téléphones IP, les caméras, etc. Et cette technologie qui allie à la fois la puissance et les data sur un même câble permet de gérer, mais aussi de piloter et de contrôler à distance ces installations et ces utilisations, tout en étant alimenté par ce réseau Ethernet. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant pour les installateurs. Maintenant aussi, dans le jargon, il existe 2 types de périphériques PoE, qui est important à avoir à l'esprit quand j'ai parlé de source, équipement source et récepteur. Donc en pratique, dans la littérature, on trouve les PSE, ou en anglais Power Sourcing Equipment. On va référer à ce type d'équipement comme switch PoE dans toute la présentation. Donc là, il y a 2 cas de figure pour les switches PoE. Comme vous pouvez voir à gauche, on a un switch
totalement PoE. Et donc celui-ci alimente via un câble Ethernet ici en rouge les différents périphériques en puissance et en data. Tandis que dans le deuxième cas de figure ici, dans le cas de figure où on a un switch qui n'est non PoE, on peut venir brancher un injecteur intermédiaire PoE, aussi appelé midspan. Contrairement au switch PoE qui peut être aussi appelé endspan, où là, le midspan va pouvoir combiner les données et les datas reçues par le switch non PoE et l'alimentation reçue lui-même sur un seul câble Ethernet pour alimenter les différents périphériques. Et donc, on va appeler cet ensemble ici switch PoE, ainsi que ce groupe-ci comme étant switch PoE, source d'alimentation. Et comme deuxième catégorie de périphériques, bien sûr, vous l'avez deviné, ce sont les PD, donc comme on appelle les Powered Devices, ou les récepteurs PoE, donc les récepteurs qui reçoivent l'alimentation et les datas, qui sont illustrés ici. Donc, qui peuvent être des téléphones, des caméras, etc., etc. Donc, de manière pratique, qu'est-ce qu'on a de différence entre une installation non PoE et PoE? Dans une installation PoE, par exemple ici, standard, donc on a un switch qui est non PoE, qui est alimenté lui-même par une source d'alimentation et des données. Et on a 3, par exemple, récepteurs ici qui sont chacun alimentés par le switch non PoE par 3 câbles Ethernet et par 3 câbles d'alimentation séparés cette fois-ci. Donc en tout, on a 4 alimentations séparées. Dans le cas d'une installation PoE, on a cette fois-ci un switch PoE qui permet d'envoyer les données et la puissance sur un seul câble à chacun des récepteurs PoE. Donc vous voyez bien qu'ici, on a quand même une certaine économie en termes d'installation, puisqu'on se retrouve à utiliser que 3 câbles Ethernet, 3 câbles au lieu de 6 câbles pour l'installation non PoE. Et aussi, j'attire votre attention sur le fait que dans une installation non PoE, dans ce cas de figure, on a aussi affaire à 4 alimentations séparées, contrairement à l'alimentation PoE qui est centralisée. Donc une seule alimente les 3 récepteurs. Et donc, vous devinez bien que l'alimentation PoE doit être budgétisée, doit être dimensionnée comme étant quand même beaucoup plus importante que l'alimentation non PoE, car elle doit aussi non seulement alimenter le switch lui-même, mais aussi PoE, mais aussi les récepteurs. Et donc, comme exemple d'application de ce type d'installation PoE, par exemple en IMOTIC, on a différents types d'applications. Par exemple, ici, dans une surface de bureau, on a des points d'accès sans fil, des caméras de surveillance, des téléphones IP, des éclairages LED intelligents, des détecteurs de mouvement, des capteurs environnementaux, des systèmes de contrôle d'accès, des signations digitales, des haut-parleurs et des systèmes de communication via la lumière de type Li-Fi. Donc on utilise de la transmission de la lumière invisible pour pouvoir transmettre des données. Donc ça, c'est un exemple d'application et de montée en gamme du système PoE. Et maintenant, comment s'y retrouver? Il existe historiquement en fait différents types de PoE et de montée en gamme progressive en termes de puissance au niveau du switch. Donc ici, en 2003, le type 1 est apparu sur le marché, dit PoE, jusqu'à 15,4 watts au niveau du switch. Le type 2, en 2009, PoE+, jusqu'à 30 watts. Le type 3 et le type 4, donc respectivement en 2011 et en 2018, jusqu'à 60 watts et environ 100 watts au niveau du switch pour la dernière puissance disponible. Et donc, suivant la puissance de ces switches, on a pu finalement greffer
des applications en fonction de la puissance des récepteurs disponibles sur le marché. Donc, par exemple, pour le type 1, on avait au départ des thin clients ou bien des capteurs de taux d'occupation ou des points d'accès sans fil. Ensuite, pour des puissances jusqu'à 30 watts, on arrivait à des téléphones IP, par exemple, des caméras PTZ ou des systèmes d'alarme. Jusqu'à 60 watts au niveau du switch, on arrive à des systèmes de points d'accès sans fil beaucoup plus puissants, des laptops, des éclairages LED, par exemple. Et ensuite, pour finir, avec des applications, des récepteurs demandant une puissance de fonctionnement beaucoup plus importante, jusqu'à environ 100 watts au niveau du switch, comme des ordinateurs, des télévisions ou des systèmes de vidéoconférence. Et donc, il est apparu en même temps, à chaque étape finalement, des normes de l'Institut électronique et électrique des ingénieurs qui régit les normes de l'industrie. Et donc, progressivement, cet institut a développé des normes telles que 2003. Ils ont développé le type 1, qui est de type 802.3 AF, qui correspond à 15,4 watts. De même, pour les types 2, ils ont développé le type AT, et pour le type 3 et 4, des normes BT, respectivement de type 3 et 4, avec des puissances au switch de 60 et 100 watts. Maintenant, intéressons-nous un petit peu à ces normes. Qu'est-ce qu'elles représentent et comment peut-on s'y retrouver un petit peu? Donc, dans la prochaine section, je vais essayer d'expliquer un petit peu cet aspect-là, ainsi que les types et les classes, qui sont des concepts importants pour comprendre le fonctionnement PoE, ainsi que des modes. Il y a plusieurs modes de transmission de puissance qui existent sur les câbles Ethernet. Donc, il existe en fait 4 types et 8 classes, comme vous pouvez le voir. Donc, on a le type 1, si vous vous rappelez, ça va jusqu'à des puissances au switch, ici, de 15,4 watts. De même que au niveau des récepteurs, on a jusqu'à 13 watts, qui est le PoE. Ensuite, on a le type 2, le dit AT, qui va jusqu'à 4 de 30 watts au switch, ou 25,5 watts au niveau du récepteur, PoE+. Et le type 3, du type BT, PO++, qui va jusqu'à la classe 6, 60 watts au switch, et au niveau du récepteur, 51 watts. Pour finir, avec le type 4, qui porte le même nom, BT ou PO++, mais cette fois-ci qui ajoute 2 classes supplémentaires, jusqu'à 90 watts au switch et 71,3 watts au niveau du récepteur. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ça à l'esprit. Aussi, ici, je veux souligner le fait que, point de vue de transmission, distribution de la puissance au niveau du câble Ethernet, je vous rappelle qu'un câble Ethernet avec un connecteur RJ45, il est composé de 4 paires, soit 8 fils de cuivre torsadés. Et donc, dans les cas des types 1 et 2, on va utiliser 2 paires sur les 4 paires pour pouvoir distribuer cette puissance. Tandis que dans le type 3 et dans le type 4, on va utiliser plutôt 4 paires. Donc toute la puissance de l'infrastructure du câble Ethernet pour distribuer cette puissance. Alors maintenant, comment est-ce que ça se passe exactement? Alors je rappelle un petit peu qu'un câble Ethernet, voici à quoi cela ressemble, et son connecteur RJ45. Oui, Grégor, oui. J'ai déjà une question d'un auditeur qui nous demande concernant la classe 8. Oui. Pourquoi une telle différence entre les 90 watts à l'émission et les 71,3 watts à la réception? Oui, ça paraît énorme. Oui, ça paraît énorme, en effet, c'est une très bonne question. Rappelez-vous, c'est une norme, donc ce que l'Institut IEEE
voulait faire, c'est de pouvoir fournir une puissance minimum disponible, donc au niveau du récepteur. C'est-à-dire que dans le cas de figure ou dans le cas de scénario, du pire scénario, entre guillemets, dans le cas où on a un maximum de 100 mètres, qui est la longueur maximum du câble Ethernet possible, et dans le cas d'un A4-5, on aurait cette valeur minimum garantie pour la classe 8. En dessous de cette valeur, on tomberait dans la classe en dessous, 7. Mais bien sûr, comme dans toutes les installations, on privilégie des câbles plus courts ou des... Oui, on privilégie un câble plus court, bien sûr, que la norme, et aussi un câble peut-être de qualité supérieure. Donc, il permettrait, au C71.3, de se rapprocher beaucoup plus de la puissance au niveau du switch. Donc, 85, 86, c'est possible aussi. Donc, voilà. Okay. Merci, Grégoire. Merci pour la question. Donc, ici, le câble Ethernet, connecteur RJ45. Donc voilà, donc si on zoome un petit peu, on voit qu'il est composé de 8 fils de cuivre torsadés. Et donc, schématiquement, on peut le représenter comme ceci, où on a les fils qui sont numérotés ici, et chacun sont en fait regroupés par paires, d'où les 4 paires sur lesquelles on va injecter la puissance. Et donc, il existe plusieurs modes ou manières de transmettre cette puissance sur le câble Ethernet. Donc le premier qui est connu dans l'industrie, c'est le mode A, où on va transmettre la puissance sur 2 paires qui regroupent les fils 1, 2 et 3, 6. Donc la paire numéro 2 et la paire numéro 3. Ensuite, il existe aussi un mode B, où on va utiliser les 2 autres paires. Donc on va ainsi injecter la puissance sur les fils 4, 5 et 7, 8. Soit la paire 1 ou la paire 4. Et il existe aussi un dernier mode qui est utilisé notamment par les types 3 et type 4, comme je le rappelle, où on va injecter vraiment la puissance sur les 4 paires en même temps. Donc ici. Donc en pratique, schématiquement, qu'est-ce que cela représente? Ben pour la norme, pour le type 1 PoE AF, donc la norme 802.3F, qui couvre les classes 1, 2, 3, comme je vous rappelle, jusqu'à 15,4 watts au niveau du switch. Dans le cas où ici on a un switch PoE, par exemple ici, dans le cas du mode A et du mode B, quelle est la différence? Ben, on va cette fois-ci transmettre la puissance sur 2 paires. Ici on les voit, les paires centrales, dans le cas du mode A, et on va laisser les 2 autres paires non utilisées, dans le cas du mode A. Et donc ici on va utiliser les 2 paires centrales où on va transmettre donc la puissance et les datas en même temps. Tandis que dans le mode B, on va utiliser cette fois-ci les 2 paires inutilisées, ici, où donc on va transmettre la puissance sur les paires extérieures et les données sur les paires intérieures. Et donc, ce type de mode de transmission permet, via les 2 paires, permet d'atteindre des volumes de transmission de données jusqu'à 100 mégabits par seconde. Donc, on a du fast internet, comme on dit dans le jargon. Donc, je vous rappelle que c'est au switch, on a 15,4 watts, donc classe 3. Au niveau du switch, ça correspond à 13 watts au niveau du récepteur. Donc voilà, maintenant, que se passe-t-il dans le cas du type 2, donc qui couvre la classe numéro 4 jusqu'à 30 watts. Donc il y a la norme AT, PoE+. Elle est aussi sur 2 paires. C'est-à-dire, dans le mode A, on va utiliser à nouveau les paires centrales, à la fois les données et les datas vont être transmises, tandis que les datas vont aussi utiliser les 2 paires extérieures. Donc au total, on aura 4 paires qui vont transmettre les datas et 2 paires la puissance. Pour le mode B, dans le type 2, on va utiliser les 2 paires extérieures, à nouveau dans un schéma un peu similaire, et les datas seront
aussi transmise sur les 4 paires et uniquement sur les paires centrales. La puissance et les datas sur les paires extérieures. Donc cette configuration permet d'atteindre des volumes de transmission de données jusqu'à 1 gigabit par seconde, ce qui commence à monter en gamme doucement. Et donc je rappelle qu'au switch, pour ce type 2, on arrivait à 30 watts et ça permettait de fournir une puissance minimum disponible de 25,5 watts au récepteur. Et donc l'avantage ici de ces différentes normes, c'est qu'elles sont rétrocompatibles. Donc elles peuvent aussi être compatibles. Ce type 2 PO+, peut être aussi compatible avec la norme qui la précédait, donc la POE, la AF. Grégor, j'ai une bien petite sûr. question qui concerne justement ce slide, Oui. donc je me permets de te la poser directement. Oui. Quel mode choisir, A ou B, dans quel genre d'installation? Donc concernant ce slide en question. Oui. Je suppose que ça dépend de la puissance finalement, Oui, exactement. nécessaire. Oui, mais je vais revenir un petit peu plus tard. D'accord. Mais ok. en effet, je voulais plutôt insister sur cette troisième type. Donc le type 3 et 4, donc qui couvre les cases 5, 6, 7 et 8. La norme BT, la dernière, celle qui est apparue en 2018, en tout cas pour les classes 7 et 8. Celle-ci couvre 4 paires. Et ça, c'est celle qui est peut-être aussi la plus intéressante maintenant pour les applications et qui n'utilise plus vraiment les modes A et B, mais bien un mode 4 paires. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle va distribuer cette fois-ci la puissance, à la fois la puissance et les datas sur les 4 paires. Et cette utilisation des 4 paires va permettre aussi de diminuer les pertes de câbles finalement, les pertes au niveau des conducteurs. Et donc ça permettra aussi d'atteindre un volume de transmission de données jusqu'à 10 gigabits par seconde. Donc ça couvre bien sûr le type 3 et type 4 sur les 4 paires. Et bien sûr, l'avantage, c'est que ce soit aussi rétrocompatible, PoE et PO+. Donc ça, les normes précédentes. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de cette manière de transmettre cette puissance. Maintenant, on peut se poser la question, oui, mais on a bien un récepteur d'un côté PoE et un switch PoE. Que se passe-t-il? Comment communiquent-ils entre eux? Donc, en fait, il existe une procédure de communication PoE qui permet cette communication entre ces deux périphériques. Donc, que se passe-t-il? Donc, je vous rappelle qu'on a un switch d'un côté PoE, source d'alimentation, qui injecte de la puissance et des datas via un câble Ethernet sur un récepteur PoE. Et donc, il existe un processus dit PoE de communication, de négociation de puissance, entre guillemets, entre le switch PoE et le récepteur PoE, qui se base justement sur cette norme IEEE 802.3, qui vient des réseaux informatiques, qui est communément appelé Ethernet. Et donc, ce processus est en fait divisé en 4 étapes. La première étape, c'est la détection. Si j'ai un câble Ethernet branché au switch, est-ce qu'il y a quelque chose qui est connecté de l'autre côté du câble? Ensuite, il y a la classification. Voilà, quelle puissance est-ce que mon récepteur a besoin? Et est-ce que mon switch pourra fournir en fait cette puissance à ce récepteur? Et ensuite, bien sûr, on a les phases de démarrage et d'opération. Et je vous rappelle que toutes ces quatre étapes se passent à une tension maximale qui est inférieure ou égale à 57 volts DC, courant continu. Donc, ce qui nous met dans des conditions de manipulation et d'utilisation relativement sécuritaires. Et dans cette partie, je vais plutôt m'attarder dans la description de la phase de détection et de classification, qui, je pense, est assez importante à comprendre. Donc, dans la première phase de détection,
et qui est en fait une phase un processus de découverte de résistance au niveau du récepteur PoE. Donc le switch PoE va reconnaître via cette processus, ou non si un récepteur est connecté, premièrement, et deuxièmement s'il est valide, c'est-à-dire que s'il est aussi PoE. Et donc via ce processus où il va, je vous ai pas les détails en tout cas, essayer de reconnaître une résistance de détection d'environ 25 kΩ, il va permettre de se connecter ou se déconnecter directement. Donc c'est aussi un petit peu un système sécuritaire, de sécurité mutuelle un petit peu. Et donc, une fois que la détection a été validée et on est sûr qu'il y a un récepteur PoE connecté de l'autre côté du câble Ethernet, on aura la phase de classification. Cette phase de classification, donc, elle va viser maintenant à établir via un genre d'algorithme, une procédure bien précise, un genre de même niveau, un équilibre entre les puissances que le récepteur demande PoE pour pouvoir fonctionner correctement et la puissance du switch que le switch peut fournir. Donc, grosso modo, le switch va d'abord sonder la puissance maximum demandée par le récepteur PoE, puissance maximum donc demandée pour pouvoir fonctionner, pour que le récepteur puisse fonctionner. Ensuite, le récepteur PoE va informer le switch PoE de la classe assignée. Rappelez-vous les différentes classes, des classes de 1 à 8, que ce soit du switch ou au niveau du récepteur. Et ensuite, le switch PoE va informer le récepteur de la puissance maximum disponible correspondant à cette classe assignée. Donc ici, je pense que c'est important de pouvoir voir ici le petit tableau. Donc la classe demandée ici, au niveau du switch, se trouve dans cette colonne. Et donc, ça permet de construire un genre d'algorithme d'équilibre et de mise à niveau de différentes puissances entre le récepteur et le switch. Rappelez-vous aussi les différentes classes de 1 à 8 entre les récepteurs et les switches. Donc, maintenant, peut-être un petit exemple pour mieux comprendre. Admettons qu'on a un récepteur qui demande PoE, qui demande une classe 8. Donc là, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se passer. Soit cette classe 8 demandée par le PoE va être finalement assignée à une classe 8 du récepteur. Donc 71,3 watts par exemple. Et donc si dans le cas de figure on a un switch PoE qui est de 90 watts, là on aura un état de pleine puissance où la classe assignée sera effectivement 71,3 watts. Mais il est possible aussi que cette demande de classe 8 soit assignée à une classe inférieure, comme la classe 6 ici, à 51 watts au niveau des récepteurs. Ou bien à la classe 4, 25 watts au niveau du récepteur. Ou à la classe 3, 13 watts au niveau du récepteur. En effet, ça dépend un petit peu de la puissance du switch sur lequel le récepteur est connecté. Donc si le switch est connecté si le récepteur est connecté à un switch de 60 watts, alors ce sera la classe 6, 30 watts, 25,5 watts, 15,4 watts au switch, ça sera alors 13 watts. Donc c'est ce qu'on appelle un effet de underpower states, donc qui permet aussi d'informer un petit peu que finalement le récepteur PoE demanderait un switch plus important. Donc voilà.
Bien sûr, si le récepteur PO demande une puissance supérieure aux puissances maximum fournies par le switch, le système va se déconnecter automatiquement. C'est aussi un système qui permet de mutuellement se protéger d'une certaine manière entre les différents switches et récepteurs. Un autre exemple, par exemple, admettons qu'on a un récepteur de 42 watts. Ici, donc de 42 watts, rappelez-vous des classes des récepteurs, ça tombe dans la classe 6 des récepteurs, donc où un minimum fourni est demandé est de 51 watts. Et donc, ça correspond, en suivant les classes, à une classe 6 au niveau du switch de 60 watts. Et donc, pour un récepteur PoE de 42 watts, là, en s'aidant de cet algorithme, on peut déduire qu'on devra dimensionner le switch de 60 watts pour être tout en sécurité et respecter les différentes normes. Et ça peut servir, bien sûr, pour dimensionner le système et le budget d'alimentation des switches en fonction des récepteurs qu'on doit connecter sur le réseau Ethernet, par exemple. Maintenant, je vais peut-être un petit peu aussi expliquer les différents avantages de la technologie PoE. Donc, comme au début, j'ai mentionné que le marché des équipements PoE est en pleine croissance. En effet, les prévisions de certaines études pour 2025 projettent le total à 1,3 milliard de dollars, et donc avec une croissance de 10,2% par an, donc qui est quand même assez important pour le marché. Et notamment, ce marché serait ou est en train d'être, en tout cas, mené par des produits phares tels que des points d'accès sans fil et des applications d'éclairage intelligent. Aussi, ce marché se segmente aussi de différents types. Premièrement, suivant de types d'équipements, suivant les switches, bien sûr, ou les récepteurs d'alimentation, mais aussi suivant le type d'application PoE, donc des applications de connectivité, de contrôle d'éclairage, d'accès ou de sécurité, et aussi en fonction de l'utilisation finale que l'on veut faire, parce qu'il existe aussi des familles de PoE industrielles, par exemple, ou bien commerciales, comme des bâtiments utilisés dans les bâtiments intelligents, ou résidentiels, utilisés dans les maisons intelligentes. Et donc, les prévisions pour 2025 projettent que les PoE industriels vont probablement occuper grosso modo 40% du marché, et le reste sera partagé entre les commerciales et le résidentiel. Aussi, c'est une technologie, comme je disais, qui est arrivée à maturité, notamment le PO++, la dernière norme, jusqu'à 100 watts, 90-100 watts au port, qui permet de répondre en fait à la demande de l'Internet des objets, qui est en plein développement pour l'instant, que ce soit dans les infrastructures, les réseaux, les périphériques ou les bâtiments intelligents, mais aussi dans les réseaux de soins de santé et industriels, comme on a vu. Quels sont les autres avantages alors de la PoE ? C'est qu'elle est relativement facile d'installation, beaucoup moins de câbles, moins d'alimentation, moins de prises électriques, comme vous avez pu voir dans les petits exemples précédents, mais aussi c'est une source de diversification d'activités et d'offres de services pour la communauté des installateurs, et donc, bien sûr, de revenus. C'est aussi une technologie qui permet d'intégrer facilement la croissance des différents réseaux, mais aussi d'intégrer les nouvelles applications. Elle permet aussi des extensions relativement aisées, elle a une certaine modularité, et aussi elle permet aussi de combiner les équipements PoE entre eux, de les chaîner, et de pouvoir aussi, on le verra un petit peu plus tard, d'intégrer des équipements non PoE. Donc de pouvoir mettre à niveau des anciennes installations, dans des installations de type traditionnel. Donc aussi, c'est quelque chose qui est aussi devenu très intéressante, car notamment la dernière norme qu'on a vue, la BT PO++, permet une plus grande interopérabilité des appareils, mais aussi une rétrocompatibilité avec les anciennes normes PO et PO++, comme on a vu. Donc ça va aussi permettre
une certaine standardisation en accéléré des différents équipements et une accélération, bien sûr, exponentielle du marché des POE. Donc, un autre avantage aussi des POE, c'est, comme on a pu voir dans les premiers exemples, une réduction du coût d'installation et d'entretien. Premièrement, parce qu'elle est, on a vu, relativement simple et modulable, c'est-à-dire qu'elle est flexible, interopérable, intercompatible, mais qu'elle permet aussi, avec cette alliance de puissance et de data sur un seul câble Internet, de permettre la gestion et le contrôle simplifié des différents équipements, et notamment à distance. Elle est aussi économique au niveau du coût d'installation. Donc elle a une plus grande efficacité énergétique, car elle abaisse, comme on a pu voir, aussi la consommation finalement des récepteurs, mais aussi au niveau du coût d'installation des infrastructures. Donc on utilise beaucoup moins de câbles, moins de prises et aussi beaucoup moins de procédures de certification de prise, etc. etc. Aussi, elle a un meilleur impact environnemental parce que moins d'infrastructures, moins de câbles, de prises, etc. Ça veut dire aussi moins de cuivre utilisé et moins probablement de déchets plastiques, etc., etc. Et une meilleure efficacité énergétique du système tout entier. Aussi, elle permet d'effectuer aussi une gestion centralisée et à distance des différents appareils, qui est aussi un avantage en tout cas qui permet de réduire l'effort à fournir pour la maintenance. Aussi, on a eu un témoignage de Prologic, un des installateurs POE, en tout cas dans les luminaires intelligents. Donc on va voir un exemple à la fin qui nous a témoigné le fait qu'en effet, dans un bâtiment commercial, le fait d'installer un système POE permet vraiment de réduire de moitié, voire d'un tiers, les coûts d'installation par rapport à une installation traditionnelle. Donc ça, c'est vraiment un témoignage du terrain et qui est intéressante. Comme autre avantage, c'est aussi une technologie fiable et sécuritaire. C'est-à-dire qu'on peut aussi toujours la raccorder à des systèmes d'alimentation redondants, donc non interrompus, d'urgence par exemple. On peut aussi sauvegarder les données à distance, mais aussi exploiter de manière collective les différentes fonctionnalités, donc toute la puissance d'un réseau, et aussi avoir une certaine réactivité et contrôle à distance des différents appareils. Aussi, on a pu voir qu'elle a une plus faible dépendance à un nombre trop important de sources d'alimentation. Elle permet aussi d'intégrer des protections mutuelles entre switch et récepteurs, comme on a vu la procédure de communication, qui permet de connecter uniquement au switch des récepteurs PoE valides. Donc ça, c'est très important. Et aussi sécuritaire, car elle évolue dans un milieu dit TBTS, de très basse tension de sécurité, donc où la tension est en permanence inférieure à 60 volts DC, continu. Oui, Ignacio ? Oui, concernant justement ce slide, j'ai une question courte et directe. Oui. Que se passe-t-il en cas de court-circuit ? Oui, alors en cas de court-circuit, comme je le mentionne ici, il existe déjà des systèmes de protection intégrés au sein en tout cas des récepteurs et des switches qui permettent de limiter les courants trop importants ou les tensions trop importantes. Okay. Donc voilà, c'est ceci l'avantage. Okay. Il y a d'autres questions également, oui. Mais je vous rassure tout de suite, nous allons y répondre plutôt en fin de présentation parce que sinon je n'arrêterai pas de te couper et ce n'est pas le but non plus. Merci. Voilà, mais nous allons vous répondre à toutes les questions. Merci. Alors maintenant, peut-être un cas d'école un petit peu pour illustrer un peu
cet avantage des PoE. Donc, admettons qu'on ait 48 luminaires à connecter avec un système PoE. Comparons-le avec un système plus traditionnel. Dans le cas d'un système traditionnel, comme vous pouvez le voir dans le cas ici d'un montage traditionnel, donc on a des alimentations séparées pour chacun des luminaires. Une alimentation, on va dire, de 40 watts, avec un rendement qui est de l'ordre de 90%. Chaque luminaire est demande environ 25 watts de puissance. Et donc on suppose par luminaire, qui est assez raisonnable, une perte de 2,5 watts. Et bien sûr, dans ce cas de figure, on suppose que les pertes de câbles sont négligeables, car ils sont déjà très courts. Donc ici, on a à la fois les datas ici qui sont séparées par rapport aux câbles de 230 volts en continu. Et donc, comme perte totale, on aurait ici de l'ordre de grandeur 120 watts pour ce type de système traditionnel. Maintenant, intéressons-nous dans le cas 2 où on a finalement un switch PoE, donc une alimentation centralisée, comme on a vu plus tôt, qui alimente chacun des 48 luminaires en puissance et en data grâce à un câble Ethernet. Donc là, évidemment, l'alimentation doit être plus importante car elle doit pouvoir alimenter les 48 luminaires. Donc on estime à plus ou moins 1500 watts l'alimentation centralisée. Le rendement est bien sûr un peu plus élevé car elle est plus importante donc, en wattage. Donc, ici on a environ 95 watts comme ordre de grandeur. La puissance des luminaires demandée par les luminaires est la même chose, 25 watts. On a une perte totale environ de 1200 watts. Et on a fait quelques hypothèses, car ici on a considéré une longueur des câbles. Donc ici on a pris comme hypothèse un câble standard de 45 mètres avec 0,2 ampères de courant. Ensuite, ce qui fait environ 9,6 watts de perte par câble, et total par câble, et donc une perte cumulée d'alimentation de câble qui se monte environ à 70 watts. Donc pour une installation de type PoE. Donc vous voyez bien que dans ce petit exemple, on a une économie de 42% sur les pertes totales, et donc une économie en énergie, moins de pertes, entre guillemets, de 120 watts, entre 120 watts et 70 watts, entre la traditionnelle et la PoE. Et donc, bien sûr, ces paires de câbles, on va aborder ce choix de câbles un peu plus tard dans la présentation. C'est un facteur essentiel quand on doit faire une installation PoE. Un autre avantage très important, c'est la possibilité de redondance offerte par les applications réseau. Donc, ça permet aussi d'augmenter la fiabilité et la disponibilité du réseau, et cela en permanence, sans temps d'arrêt ou de coupure. Dans le premier cas, on a par exemple ici une redondance complète où on a des switches PS1 et des switches PS2 qui ont été de certaine manière dédoublés. Et donc, ça permet, en cas de problème avec les PS1, de pouvoir brancher le réseau sur le PS2. Et donc de pouvoir en permanence exploiter le réseau sans temps d'arrêt. On a aussi des cas de redondance partielle qui est possible d'implémenter, comme ici. On a des switches ici, 1, 2, 3 et 4, où on va, par exemple, surdimensionner les différents switches et permettre, par exemple, au cas où le switch numéro 1 lâche, de permettre au switch 2, 3 et 4 de pouvoir prendre le relais. Et donc, à nouveau, de ne pas avoir trop de temps d'arrêt au niveau de fonctionnement du réseau. Dans le troisième cas de figure, on peut aussi imaginer et implémenter cette solution de redondance en incluant un système séparé d'alimentation, en plus du système central par exemple. Au cas où le système central lâche, on a toujours la possibilité d'actionner cette alimentation supplémentaire et de ne pas avoir de temps de coupure. Bien sûr, comme toute technologie,
la PoE a bien sûr certaines limitations. C'est important de les avoir à l'esprit. Et donc, ici, une des premières limitations de cette technologie, c'est au niveau de la compatibilité et l'interopérabilité des appareils. Donc, on a, par exemple, le fait qu'on ne peut pas connecter directement un récepteur non PoE à un switch PoE. Et donc ça, on a vu que dans la procédure de communication, il y a une déconnexion automatique qui se fait. Mais maintenant, si on veut connecter ce périphérique, ce récepteur non PoE, on peut le faire en utilisant un splitter PoE ou un module PoE qui permet de séparer finalement l'alimentation des données, comme vous pouvez le voir ici. Attention, c'est aussi quelque chose qu'il faut bien dimensionner, comme on doit traiter du non PoE. Un autre cas utile, c'est l'utilisation d'injecteurs PoE. Dans le cas où on a cette fois-ci un switch qui est non PoE, on peut le relier à un récepteur PoE via cet injecteur. Donc, vous voyez bien que l'alimentation et les données qui viennent des câbles différents peuvent être alors injectées via cet injecteur PoE et alimenter le récepteur PoE via un seul câble Ethernet. Donc ça, c'est une possibilité pour combiner du PoE et du non PoE. Ensuite, la deuxième limitation à laquelle on doit aussi faire prêter attention, c'est qu'il subsiste encore des différents protocoles et familles de PoE qui ont été créés par différents fournisseurs, mais qui ne sont pas conformes aux standards, qui ne respectent pas les standards IEEE, tels qu'on a vu, les AF, AT et BT, donc PoE, PO+, et PO++, et donc ils ne sont pas interopérables d'une certaine manière. Donc, comme par exemple Cisco, LTPO, Microsemi ou d'autres fournisseurs qui ont développé un peu leur propre protocole. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Ensuite, il existe aussi des fournisseurs qui utilisent du PoE passif, à défaut d'être actif, bien sûr, c'est-à-dire des passifs qui peuvent être connectés à du PoE, mais qui fournissent une alimentation de manière permanente. Et donc, ils n'utilisent pas de procédure de communication PoE qui provient justement du standard IEEE. Et donc, ils sont non compatibles entre eux. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à avoir à l'esprit et qui subsiste encore pour l'instant, même si, pour l'instant, on peut voir que le marché et l'équipement PoE se dirigent de plus en plus vers les standards de la norme IEEE 802.3 et notamment des certifications qui apparaissent comme la certification de l'Ethernet Alliance qui permet d'accélérer un peu la standardisation des équipements. Un petit mot peut-être sur la certification de l'Ethernet Alliance qui est, je pense, très important. Elle permet de fournir un détectage simple de ces produits. Et donc, comme je vous l'ai dit, le terme PoE n'est pas enregistré. Et donc, n'importe quel fournisseur peut se déclarer en fait PoE compatible. Donc ça, c'est très important à avoir à l'esprit. Et donc, l'Ethernet Alliance, qui est en fait un consortium des principaux fabricants qui représentent environ 90% des fabricants de switch PoE, ont décidé de démarrer un programme de certification d'interopérabilité des différents appareils switch PoE et récepteurs PoE afin de pouvoir se conformer aux nouvelles normes IEEE 802.3. Et donc, ils ont développé deux types de certification. Un, comme vous pouvez le voir ici à gauche, un pour les récepteurs, où on a la flèche qui rentre, et où la classe est indiquée sur l'espace vide à droite. Donc ça, c'est un récepteur. Il reçoit de la puissance. Ici, on a affaire à la classe 1. De même, pour ces certifications, ici, ce label
on a une flèche qui sort sur la droite. Ça, c'est pour symboliser, labelliser les switches PoE. Où la classe, cette fois-ci, se retrouve à gauche dans l'espace libre. Ici, on a affaire à une classe 3. Donc, on a à la fois une certification pour les PoE 1, donc ici, soit on a la certification avec un 2.0 qui indique qu'on est conforme suivant, ou interopérable en tout cas, suivant la dernière norme BT de 2018, donc jusqu'à 100 watts, 90 watts, 100 watts au niveau du port et au niveau du switch, donc pour les 8 classes. Donc ça, c'est important à avoir à l'esprit, ça existe, des normes et certaines certifications en industrie. Maintenant, une troisième limite du système PoE, et qui est aussi très important, je vous ai parlé de ça plus tôt avec les différentes classes et des normes, c'est la distance maximale du câble. Celle-ci doit être fixée à un maximal de fonctionnement physique de 100 mètres. Donc, pour une distance supérieure à 100 mètres, on va utiliser un répétiteur, un extender PoE, qui va d'un côté réceptionner les datas à la puissance au niveau du switch et les renvoyer sur une distance au-delà de 100 mètres vers le récepteur PoE ou bien un autre switch PoE. Ça dépend de l'installation. Et aussi, ce qui est important, c'est que ce répétiteur va consommer entre 4 et 5 watts pour son propre fonctionnement. Donc c'est important à l'avoir à l'esprit dans son dimensionnement d'installation. Et donc, bien sûr, la puissance disponible restante sera utilisée pour alimenter le récepteur ou le switch PoE après les 100 mètres. Et donc, on a aussi cette limitation à un maximum de 4 répétiteurs PoE successifs, donc à une distance, grosso modo, inférieure à 500 mètres. Donc, qu'est-ce que cela veut dire en pratique ? Par exemple, ici, vous avez le nombre de répétiteurs, la distance que l'on veut étendre, en tout cas de distance de câble, la puissance au switch et la puissance disponible au récepteur. Donc, on suppose qu'on a une perte au niveau des câbles de 4,5 watts et que le câble est de 100 mètres. Donc, après 100 mètres, de classe 8, 90 watts au switch. Qu'on utilise le mode de transmission de 4 paires. Donc, avec ces hypothèses, on a environ 4,5 watts de perte par câble. Et en incluant finalement la perte par répétiteur d'environ 5 watts, donc ici, 1, 2, 3 et 4, on arrive finalement à une perte totale de 9,5 watts par 100 mètres, ce qui n'est pas négligeable. Donc, dans le dimensionnement de votre installation, c'est important d'avoir ça à l'esprit, parce qu'on peut partir d'une classe 8 de switch ici, et après une distance entre 400 et 500 mètres, d'arriver finalement à une classe plutôt 6 du switch. Donc, on diminue en classe, et de même, cette puissance disponible au niveau du récepteur qui sera connecté aussi de classe inférieure. Donc, petit récapitulatif, peut-être des composants. Donc, dans le cas où on a un PoE switch et un récepteur PoE, on a un câble Internet qui va transmettre les datas et la puissance. Dans le cas où on a un switch non PoE et un récepteur PoE, on peut les rendre compatibles via un injecteur PoE qui va utiliser les datas et renvoyer de la puissance et des datas via un câble Internet, un sur un câble au récepteur PoE. Dans le cas où on a un switch PoE, mais cette fois-ci un récepteur non PoE, on peut les combiner grâce à un splitter, un module PoE, qui permet de séparer l'alimentation et la puissance à fournir au niveau du récepteur non PoE. Attention bien sûr au dimensionnement des différents modules et
injecteur ici, car on a affaire à du non-PoE et du PoE. Ici, dans le dernier cas de figure, on a un PoE switch et un récepteur PoE. On peut utiliser pour des distances plus grandes que 100 mètres, jusqu'à une distance maximum entre 400 et 500 mètres, de maximum 4 extenders ou répétiteurs. Donc voilà. Donc maintenant, je pense aussi c'est un bon moment aussi pour pouvoir aborder la question du câble Ethernet. Que fait-on, comment fait-on pour sélectionner le bon câble Ethernet pour son installation PoE? Donc, je vous rappelle à nouveau les câbles Ethernet avec des connecteurs RJ45. Si on zoome, bien sûr, on a ce connecteur RJ45 ici, qui comporte 4 paires de soit 8 fils de cuivre torsadé. Et bien sûr, vous avez remarqué cette notice sur le câble qui en fait décrit le type de câble Ethernet auquel on a affaire. Et ça, c'est très important. Comme ici, vous avez UTP, ETP, donc c'est en anglais. C'est la description, d'une certaine manière, du type de câble et du blindage qui est utilisé pour ce câble. Ici, on a donc TP, ça veut dire Twisted Pair, donc des paires torsadées de cuivre. U, c'est Unshielded, donc ça veut dire non blindé. Et donc, suivant la position des différentes lettres, ça va signifier que soit un élément sera blindé ou non blindé, U non blindé, F éventuellement blindé, comme les fils, ou bien c'est carrément le câble ici, qui peut être blindé alors de différentes manières, soit avec un feuillard, soit avec un blindage de tresse, soit un mélange des deux. Et donc, peut-être pour vous donner peut-être comme référence, il existe différents types de combinaisons de blindage, à la fois sur les éléments, fils ou paires, et sur finalement le câble. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ici on a, par exemple pour ce câble ici, on aurait du UTP, donc on aurait bien ce câble qui n'a pratiquement pas de blindage, contrairement aux autres, où ici on a du F, du foil, donc du feuillard, et idem pour ici, où on aurait finalement un petit peu des combinaisons de feuillard et de blindage sur les câbles et les éléments, ou les éléments composant le câble. De même ici, on arrive à des câbles qui sont à la fois blindés pour les gaines, pour le câble, mais aussi pour les différents éléments, qui est très bon à avoir à l'esprit. Bien sûr, on va privilégier des câbles qui sont plus blindés pour éviter une interaction trop forte, soit électromagnétique, soit de température, soit de facteurs de l'environnement externe. Donc voilà, pour votre information. Et donc, dans le choix de câbles Ethernet, bien sûr, ça dépend de l'application que vous allez déployer, mais aussi des paramètres comme par exemple la puissance. Donc, le choix de câble va bien sûr se faire suivant la puissance, le volume de puissance qu'on va injecter sur le câble. Et ça dépend, comme on l'a vu, du blindage et de la gaine, donc, qui la protège des différentes interactions avec le milieu extérieur, mais aussi de la longueur de câble. Donc, je rappelle le maximum est de 100 mètres pour le câble Ethernet. Donc, bien sûr, on va privilégier des câbles beaucoup plus courts pour augmenter la performance. Ensuite aussi, on a le fait que la section des conducteurs, fils de cuivre, est très importante. Donc, plus la section, plus le conducteur est épais, bien sûr, moins grande sera l'élévation de température et plus grande la puissance pourra être injectée dans le câble. Et ça, dans l'industrie, on utilise beaucoup le AWG, c'est l'American Wide Gauge, qui a un numéro qui correspond en fait à la section de fil de cuivre du conducteur et qui
en fait, plus petit est ce nombre, plus grande est la section. Donc pour un petit ordre de grandeur. Donc on va privilégier des plus petits nombres de AWG, mais des valeurs de section de fils beaucoup plus importantes. Donc aussi le nombre de torsions, on va privilégier un petit nombre de torsions par mètre. Et aussi les différents types de manières d'installer le PoE. En effet, l'installation, de manière pratique, on va grouper aussi parfois des câbles en faisceaux. On va aussi demander plus d'angles de torsion suivant les périphériques ou les alimentés, ou plus de distance en ligne droite. Donc ça dépend un petit peu de type, de manière d'installation dont on aura besoin dans le design de l'installation. Il y a aussi d'autres critères dans le choix du câble, tels que monobrin ou multibrin. Ça peut être monobrin un peu plus rigide ou multibrin souple. Donc là, on utilisera plus du souple pour une installation avec beaucoup d'angles. Aussi, qui est très important, je pense, c'est le choix du type de fournisseur de câbles. Il faut que ce soit des fournisseurs de câbles de qualité, avec des connecteurs RJ45 de qualité. Deuxième paramètre aussi, comme on est dans le milieu Internet, c'est bien sûr le choix de la catégorie de câble pour le volume de data à transmettre. Et ça, c'est un petit rappel. Donc, comme vous pouvez voir, des différentes catégories qui existent sur le marché, encore jusqu'à présent, donc, où le débit de données maximum varie de 10 mégabits dans le 4.3 jusqu'à 4.8.2, les plus récents jusqu'à 25-40 gigabits par seconde, avec des longueurs de câble maximales, généralement 100 mètres, sauf les deux derniers jusqu'à 30 mètres, et des fréquences de transmission qui vont en augmentant. Et donc, les plus anciens sont avec le plus petit nombre, et donc augmentent, en tout cas, en puissance, en section aussi de conducteurs, et donc en volume de données que l'on peut injecter sur le câble. Donc maintenant, la question est, quels sont ceux compatibles avec la PoE? Eh bien, normalement, les câbles 4.5 jusqu'à 7 sont celles qui sont compatibles avec la PoE. Les 4.3 sont trop anciens, donc ils ne sont plus beaucoup utilisés pour cela. Et donc, de manière générale, la plupart des installateurs aujourd'hui recommandent plutôt des 4.5 et 6 à utiliser. Et ça, c'est dû à un choix de rapport de performance, à la fois pour les données et pour la puissance, mais aussi vis-à-vis du prix de ces câbles. Parce que plus les câbles bientôt sont récents et ont plus de sections de cuivre, plus ils vont être chers. Donc ça, c'est quelque chose à avoir à l'esprit et qui est très, très important. Et donc aussi, par exemple, dans ce graphe-ci, on peut voir la puissance et les volumes de données. Et donc on peut voir que pour des volumes de données de puissance les plus importants, on va privilégier plutôt les 4.6 de type 6. Oui, Enicio? Oui, Grégor, j'ai une question directe concernant le slide précédent. Oui. On voit une catégorie 8, mais Oui. qui n'est pas conseillée. Peux-tu me dire pourquoi? Oui, c'est une excellente question. Le 4.8, en fait, comme vous pouvez le voir, c'est des volumes de données de 25 à 40 gigabits par seconde et dont la distance est maximale de 30 mètres. Donc c'est vraiment extrêmement limité. Et donc elles ne suivent pas évidemment les standards IEEE des normes qu'on a parcourues, notamment la BT. Et elles sont totalement surdimensionnées par rapport aux récepteurs qui existent pour l'instant. C'est pour ça. Donc elles sont aussi nettement plus chères que les catégories inférieures. Donc ça, c'est un aspect important. Et bien sûr, ça n'empêche pas de les utiliser, mais comme
comme rapport prix-performance, ça sera un petit peu hors de prix pour les installateurs. D'accord. Merci. Et Grégoire. voilà. Et donc, même chose pour les catégories 7 aussi. C'est un peu similaire. Pour la performance équivalente, comme vous pouvez voir, par rapport au 4.6, on va préférer le 4.6, qui est moins cher aussi, et qui est beaucoup plus reconnu et répandu dans les installations, de manière générale. Très Dans bien. la performance identique. Voilà, retour d'expérience. Donc voilà, donc on privilégie 4.6 A par rapport au 4.5, 4.5e et 4.6, car il permet un volume de données plus important et une puissance de transmission plus importante. De manière générale, on a quelques recommandations. Donc on va plutôt privilégier pour une installation PoE un minimum de 4.5e, mais on va privilégier plutôt des câbles de type 4.6A. Donc, bien sûr, tout dépend aussi des performances des câbles que l'on a vus, dépend aussi de leur longueur, de la distance parcourue. Pour des courtes distances, les 4.5e pourra faire l'affaire, et pour des longues distances, on privilégiera bien sûr les 4.6A. De même, bien sûr, c'est au cas par cas, mais on privilégiera pour les courtes distances des nombres plus petits, comme 24 AWG, American Wide Gauge, dans une section section de conducteurs plus importants, des conducteurs plus épais, par rapport aux 26 AWG ici, ou 28 WG, pour les plus courtes distances. Donc je vous rappelle aussi que la section varie comme telle, suivant le American Wide Gauge. Donc plus petit est le nombre, plus grande sera la section. Donc le diamètre, la section du fil de cuivre sera plus grande pour un 24 WAG qu'un 26 WAG, qu'un 28 WAG. Voilà, eux seront plus petits. Voilà. Je sais bien d'avoir ça un petit peu à l'esprit quand on sélectionne le câble. Et donc maintenant, on a parlé aussi de manière d'installer. C'est aussi important de voir comment varie le nombre et la catégorie de câbles quand on les met ensemble dans un faisceau et comment la température varie avec ce nombre et cette catégorie. Donc ici, on a l'élévation de température en fonction du nombre de câbles qu'on met ensemble, donc de 1 à 169 câbles mis ensemble, donc des faisceaux de câbles. Et donc ici, avec une catégorie de câbles qui va des plus anciens 4.5 E jusqu'à 7. Et donc on peut voir que les câbles les plus récents présentent une meilleure performance ici par rapport aux câbles les plus anciens. Donc les 4.5, on voit une augmentation de température quand ils sont mis à plusieurs beaucoup plus importante que les câbles les plus récents comme les 6, les 6A, les 6 ou les 7. Et donc c'est aussi pourquoi on va privilégier plutôt les câbles 6A comme on a mentionné plus tôt dans cette présentation. Et donc comme autre recommandation, alors dans la distribution de faisceaux de câbles, on va privilégier alors des recommandations qui viennent aussi des retours d'expérience d'installateurs, un maximum de 24 câbles par faisceau. Comme vous voyez ici, des faisceaux typiques de câbles, mais aussi un minimum de 24 AWG, donc d'épaisseur de conducteur. Donc ici c'est 0,2 mm² par exemple, et avec une température ambiante de 45 degrés environ maximale. Donc on va privilégier vraiment cette recommandation de maximum 24 câbles par faisceau. De même, pour une distribution horizontale, on va à nouveau, ce chiffre magique de maximum 24 câbles réapparaît. Comme vous pouvez voir ici, on a par exemple distribution horizontale à l'air libre. Et donc, de temps en temps, on peut aussi laisser par exemple un diamètre d'espace entre deux faisceaux qui permet d'avoir d'optimiser un petit peu une meilleure circulation d'air
et de répartition des températures entre les différents faisceaux de câbles. Donc ça, c'est aussi important à avoir à l'esprit quand on fait une installation. Comme autre recommandation, maintenant, si on doit installer dans des tubes, des faisceaux de câbles dans des tubes, bien sûr, cette température au sein des tubes est plus élevée qu'à l'air ambiante. Et donc là, on va considérer un taux de remplissage de maximum 40%. Et à nouveau, le chiffre magique de maximum 24 câbles par tube. Donc, aussi une autre considération qu'on doit avoir, c'est au niveau du switch PoE. C'est aussi utile de pouvoir vérifier manuellement que le courant maximum par conducteur et donc par port du switch, dans le cas où il est inférieur à 300 mA par conducteur, de pouvoir privilégier un choix de minimum catégorie 5, et voire plus, bien sûr, c'est meilleur. Et pour des courants au-dessus de 300 mA, jusqu'à 500 mA, on va privilégier plutôt des conducteurs de section, cette fois-ci, et d'épaisseur 24 AWG ou plus élevé. Alors aussi, pour votre information générale, il existe bien sûr sur Internet différents types de calculateurs, mais je pense que c'est intéressant aussi d'avoir à l'esprit que ces calculateurs ne sont pas encore standardisés, donc il faut un petit peu avoir un esprit critique quand on l'utilise, mais ça peut donner déjà une bonne ordre de grandeur quand on veut calculer par exemple le budget total de l'alimentation centrale au niveau du switch PE, ou bien quel type de câble il serait intéressant de sélectionner suivant le type d'installation qu'on a. Quelques autres informations complémentaires lorsqu'on fait une installation PoE. Donc, dans le cas de la conception de l'installation, c'est bien sûr important de savoir aussi à quel type d'application on va utiliser ce système PoE, résidentiel, commercial, industriel, mais aussi si on a une installation intérieure, extérieure ou mixte. Pouvoir faire un état des lieux des installations. Donc, est-ce qu'il existe déjà du PoE? Quel type de puissance, quel type de normes existent? Est-ce qu'il existe plutôt aussi des installations traditionnelles? Est-ce qu'on peut peut-être combiner le PoE et le non-PoE? Donc ça, c'est un petit peu une étude un peu de faisabilité technique, d'état des lieux. Ensuite, la sélection des équipements PoE est très importante. Comme on a pu voir, il faut pouvoir non seulement identifier les switches, les récepteurs, mais aussi peut-être les injecteurs, les répétiteurs et les modules ou splitters PoE, si on veut combiner du PoE et du non-PoE, et pouvoir aussi estimer le budget d'alimentation des switches PoE en fonction évidemment des récepteurs, de la demande en énergie des récepteurs que l'on veut connecter, suivant la classification et le processus, l'algorithme de classification qu'on a vu, des classes de 0 à 8 qu'on a vu. Ensuite, bien sûr, il faut pouvoir dimensionner et sélectionner les câbles suivant, bien sûr, le budget qu'on ait, et estimer, bien sûr, la quantité de travail qui sera nécessaire à fournir, non seulement, pas seulement en équipement, mais aussi en coût de main-d'œuvre. Ça, c'est aussi très intéressant. Et d'avoir peut-être aussi un plan déjà de maintenance et de monitoring qui peut se faire bien sûr à distance, mais aussi peut-être de dépannage, en tout cas d'avoir un plan peut-être de déploiement pour avoir une certaine réactivité importante au niveau de l'installation pour les clients. Aussi, pour votre information, il existe aussi différents outils qui facilitent la vérification des câbles, par exemple, PoE, comme le microscanner PoE. Donc, ce sont des appareils qui permettent de se connecter sur le réseau et d'analyser directement les différentes caractéristiques du réseau, telles que la capacité des ports au niveau du switch PoE,
notamment la puissance disponible maximum suivant les différentes classes qu'on a vues au niveau du switch, mais aussi la vitesse du réseau jusqu'à 10 gigabits par seconde. Aussi la longueur du câble, donc elle permet aussi d'identifier quel type de câble, par exemple, ou sur un schéma de câblage, quel défaut de câble et à quelle distance est-ce qu'il se situe au niveau du réseau, mais aussi il permet aussi de localiser à la fois les paires, quelles sont les paires utilisées, quel mode est utilisé, et de faire un suivi de tout ça. Donc ça, c'est vraiment un outil qui pourrait être très intéressant à avoir en cas d'installation. Aussi, un petit dernier mot aussi sur l'importance, comme on avait dit, plutôt du choix du fournisseur de câbles. Il faut que ce soit un fournisseur de confiance et qui permette de fournir des câbles de haute qualité. Et notamment, il y a plusieurs critères pour ces câbles, notamment des connecteurs métalliques qui permettent, comme on voit ici, une meilleure diffusion de la température au niveau local, aussi au niveau des connexions et déconnexions, d'avoir aussi un certain standard, comme par exemple des dents avec plaqué or, par exemple, pour les connecteurs RJ45, très important à avoir, et des systèmes peut-être de protection pour empêcher des déconnexions trop rapides parfois dans les manipulations d'installation. Alors maintenant, on va peut-être terminer ici avec une étude de cas d'un projet par la compagnie ARM, et notamment de son bâtiment qui sert de siège central. Donc c'est une compagnie anglaise qui est située à Cambridge en Grande-Bretagne et qui est spécialisée dans la conception et le développement de processeurs de puces électroniques. Et elle a pu développer donc un bâtiment intelligent qui en fait dispose une des plus grandes installations d'éclairage PoE au monde. Et pour cela, elle a fait appel à justement un fournisseur de systèmes PoE, Prologic System, qui, avec un budget de 100 millions d'euros plus ou moins, a pu couvrir une surface d'environ 18 580 m², et donc qui permet à environ 2500 personnes de travailler dans ce bâtiment intelligent. Ici, on peut voir une photo de l'extérieur du bâtiment. Et Prologic System a pu développer ces systèmes de contrôle, notamment pour les 6500 points lumineux, PoE. Donc c'est quand même une installation énorme. Et elle a pu le développer avec une dizaine de fabricants différents de systèmes d'éclairage. Et ce qui est intéressant, parce que finalement Prologic a pu développer finalement depuis le switch jusqu'à vraiment au récepteur, tout le système de réseau, et finalement les différents fournisseurs d'éclairage n'avaient plus qu'à se connecter avec leurs caractéristiques de récepteur. Donc ça, c'était vraiment intéressant. De plus, pour pouvoir alimenter ces 6500 points lumineux, ils ont aussi installé 70 switches dans différents locaux, PoE avec 48 ports chacun. Et même entre certains switches et locaux, ils ont pu les lier, les connecter entre eux via des systèmes de fibre optique. Aussi, ils ont combiné ça avec des modules Bluetooth, et dont les staffs peuvent utiliser des smartphones ou des badges ou des bracelets pour pouvoir transmettre leur niveau d'occupation ou les espaces d'occupation du bâtiment de manière interactive et centralisée avec le PoE. Ils ont notamment utilisé des 4.6 et des 4.5E en grande partie. Les 4.6 plutôt pour les longues distances et les 4.5E plutôt pour des courtes distances, notamment pour les branchements courts dans les
les patchs de switch, les patchs des câbles au niveau des switches. Et aussi, donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont pu combiner le PoE avec un système DALI, donc Digital Addressable Lightning Interface, qui est en fait un système de réseau de contrôle de luminaires, qui a été développé suivant, bien sûr, un protocole standard de IEC. Pour lequel nous proposons une formation d'ailleurs aussi. Ah Pour oui. ceux qui sont intéressés, pour le DALI, nous organisons une formation en ligne, ce qu'on appelle les e-learning. Et donc, pour ceux qui veulent savoir plus, tout à fait. Ils peuvent suivre notre e-learning en ligne. Oui, nous invitons bien sûr à vous inscrire à cette formation. Et donc, de manière pratique, ce groupement, en fait, ce mélange des deux technologies permet en fait de grouper les différents récepteurs, parce que imaginez-vous, si chaque luminaire a une adresse IP, ça devient un petit peu très difficile à gérer. Donc le DALI permet de grouper en fait ces différents récepteurs. Donc par exemple ici on a un exemple, on a le switch ici et les différents récepteurs. Donc ici on a par exemple la création d'un groupe, comme vous voyez ici, de 60 watts maximum de consommation qui est alimenté via le PoE. Bien sûr, pour des alimentations supérieures à 60 watts, on a la possibilité aussi de toujours alimenter le même récepteur ici, mais via une alimentation séparée de 230, par exemple VAC, si c'est possible. Mais on a toujours les données qui sont transmises via le PoE. Et donc, ce type de groupement est aussi possible. De même, on peut aussi grouper des types de luminaires de dimensions plus petites, tels que des spots, et les combiner via un genre de panneau de scène, comme par ici, toujours en fait alimenté en data et en alimentation via le PoE. Et comme vous pouvez aussi le voir ici au niveau du switch, il y a aussi moyen de pouvoir équiper les switches d'une alimentation redondante qui permet, au cas où, par exemple, un problème d'alimentation se passe au niveau d'une des alimentations, l'autre peut empêcher l'arrêt du système. Et bien sûr, on peut aussi inclure des alimentations d'urgence séparées, telles qu'on peut le voir ici, des systèmes d'urgence, aussi de signalisation d'urgence, et donc d'alimentation aussi séparée, et donc qui sont à la fois alimentés par le réseau PoE, mais qui ont aussi 3 heures d'autonomie via des batteries, par exemple, et qui permettent d'échanger avec les switches PoE et le système de contrôle à distance des données et de renvoyer de manière automatique ou périodique un certain rapportage de performance, de données environnementales, mais aussi d'effectuer des tests automatiques d'urgence. Aussi, comme on a mentionné plus tôt, il existe des systèmes de monitoring et de rapportage bien ciblés, tels que des types de signalisation par smartphone, ou qui permettent la gestion vraiment des espaces imotiques, des espaces dans le bâtiment, d'occupation aussi, taux d'occupation, ou bien simplement de capteurs environnementaux permettant de optimaliser les gestions de systèmes, par exemple HVAC, donc par des systèmes Bluetooth Eddystone, par exemple, basse énergie développés par Google, ou iBeacon, par exemple, plutôt par Apple, où ils ont développé des systèmes de triangulation via module Bluetooth pour pouvoir avoir une idée du taux d'occupation des espaces au sein du bâtiment.
Donc voilà, ça c'est vraiment un exemple complet et concret. Et l'intérêt aussi de ce type d'installation, c'est que ça a pu se réaliser relativement rapidement. Et donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Donc quasi en un peu moins d'un an, je pense qu'ils ont pu installer toute cette installation dans le bâtiment de la compagnie ARM. Petite conclusion maintenant, c'est peut-être le temps de faire un petit résumé de ce que l'on a vu et de l'intérêt qu'on a et que le secteur porte à ce POE, donc notamment du secteur des électrotechniciens. Donc on a vu que la dernière norme permet d'aller jusqu'à 90-100 watts par port au niveau du switch, donc de l'équipement d'alimentation PoE, mais aussi jusqu'à des volumes de transfert de données jusqu'à 10 gigabits. On est déjà au 10 gigabits Ethernet. Mais aussi qu'il existe des normes qui sont qui permettent aussi de plus en plus la standardisation des équipements PoE, et donc qui participent aussi à l'explosion finalement du marché des équipements PoE, et qui arrivent finalement au bon moment, car c'est maintenant que se développe de manière incroyable aussi les systèmes d'Internet des objets ou bâtiments et maisons intelligentes. C'est aussi quelque chose, une technologie qui est, je pense, importante à acquérir pour les professionnels de l'installation, car elle va permettre non seulement d'avoir finalement un pied dans le secteur digital, numérique et des réseaux, mais aussi de pouvoir effectuer, d'acquérir ces compétences de manière aisée, car la mise en œuvre finalement est relativement, entre guillemets, aisée. Et donc, comme on l'a vu, elle est relativement simple, modulable, mais aussi économique, point de vue énergétique, et moins de pertes aussi de consommation des récepteurs, mais aussi sécuritaire et fiable. On a vu que tout le système évolue à une tension inférieure à 60 volts continue, donc sans grand risque, et aussi fiable, mais aussi flexible, interopérable et rétrocompatible. De nouvelles certifications Ethernet Alliance arrivent sur le marché et permettent d'avoir une certaine confiance des différents équipements, et elles sont rétrocompatibles entre les différentes normes PoE++, avec le PO+, et le PoE, comme on a vu. Elle permet aussi une gestion centralisée à distance des équipements, mais aussi un contrôle et une maintenance simplifiée, également à distance, et aussi, je pense que c'est important de le mentionner, un meilleur impact environnemental en général sur le bilan, par exemple, carbone ou énergétique, ou au niveau des quantités de déchets par rapport à une installation plus traditionnelle. Donc, dernière chose, avant de vous quitter, on aimerait bien vous soumettre un petit quiz pour savoir un petit peu ce que vous avez retenu. Et donc, on va vous soumettre via ce webinaire, donc en haut, ici à gauche, je pense, 3 questions à choix multiples. Et donc, je vous invite à répondre à ces questions. Donc, la première question est: quel est le nombre maximum de câbles recommandé dans un faisceau à une température environ maximum ambiante de 45 degrés? Donc, choix multiples. 1, 12 câbles. 2, 20 câbles. 3, 24 câbles. 4, 36 câbles. Ou 5, 72 câbles. La question numéro 2 est: quelle est la limitation maximale de la longueur de câble permise dans un réseau PoE sans répétiteur PoE? Petit 1, 75 mètres. Petit 2, 100 mètres. Petit 3, 150 mètres. Petit 4, 250 mètres. Dernière question: lequel ou lesquels ou des différents types de PoE
utilise 4 paires de fils pour la transmission de puissance. Petit 1, type 1, qui couvre la classe 1, 2, 3. Petit 2, type 2, qui couvre la classe 4. Petit 3, type 3, qui couvre la classe 5 et 6. Petit 4, type 4, qui couvre la classe 7 et 8. Donc, je vous rappelle qu'il est possible qu'il y ait une ou plusieurs solutions possibles comme réponse à ces 3 différentes questions. Ignacio, peut-être qu'on a déjà certains résultats? C'est en cours, on n'a pas encore toutes les réponses. D'accord. Donc, en attendant d'avoir toutes les réponses, je propose de poser encore quelques questions qui nous ont été posées pour Bien voir sûr. si nous avons encore le temps d'y répondre. Nous avons ici, par exemple, un fournisseur de solutions plug and play en Oui. connectique rapide pour l'éclairage Oui. et qui demande quel est l'avenir pour les câbles traditionnels pour l'éclairage, pour les détections de mouvement ou autres, pour des plateaux de bureau par exemple. Est-ce que le PoE va remplacer le câble traditionnel XVB? Alors ça, c'est une... Ça, je crois que c'est une question assez difficile parce bonne que question. Je nous pense ne savons que pas définir comment peut pas lire sera l'avenir. Effectivement. Exactement, on ne peut pas lire Ouais. le futur. Peut-être que, si je puis me permettre, Oui. plusieurs technologies vont peut-être cohabiter pendant un certain temps ou pour très longtemps. Ça, c'est le marché qui va le décider, je pense. Bien sûr, oui. Et comme on voit bien sûr cette évolution et cette explosion du marché des IoT, donc, de tout ce qui est J'avais domotique. une question du même style. Effectivement, le PoE serait-il le futur remplaçant du KNX, Oui. que ce soit pour le bâtiment, bureau, résidentiel, etc. Ça, À nouveau, on c'est ne un le peu sait pas non similaire, plus. oui. Je Oui. suppose que plusieurs technologies vont cohabiter pendant Bien sûr. un certain temps, mais Oui. nous ne savons pas dire lequel. Oui, exactement, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut... Donc ça, c'est un peu la mission de Volta, c'est de pouvoir vous informer sur ces nouvelles technologies qui Voilà. sont disponibles, et notamment ces technologies qui arrivent à maturité sur le marché et Exactement. disponibles pour vous tous, électrotechniciens et un spécialiste de l'installation. Et donc, je pense que c'est le bon moment pour pouvoir s'intéresser finalement à ce type de matériel et peut-être commencer à faire quelques montages un peu hybrides, non PoE, pour pouvoir déjà un peu s'habituer. Je pense que ça peut être intéressant. Donc Exactement, voilà. je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a ici encore une question. Oui. Malheureusement, après, on ne pourra plus répondre par manque de temps parce qu'il est déjà 17h07. Ah oui, déjà, oui. Donc, si la classe 8 se branche sur une classe 6, peut-on l'alimenter à part? Comment ça? Donc, si une classe 8 Oui. se branche switch. sur une classe 6, Oui. est-ce qu'on peut l'alimenter à part? Oui, on peut simplement séparer l'alimentation, comme on a vu sur l'exemple des groupements DALI, avec une alimentation séparée, spécifique à ces récepteurs. D'accord. Mais on peut toujours avoir le flux de données, par exemple, qui peut être échangé via le PoE. Ça, c'est possible d'avoir. Maintenant, si c'est un récepteur PoE qui demande une puissance bien supérieure à la puissance disponible du switch PoE d'alimentation, le système va se déconnecter de manière automatique via la procédure de communication entre le switch PoE et le récepteur PoE. D'accord. Donc voilà. Très bien. Merci Grégor. Eh bien voilà, nous arrivons maintenant aux réponses qui ont été données par nos auditeurs. Donc à la première question, eh bien la réponse était... Oui, 24. 24, hein. Et donc 90% des auditeurs ont répondu. 5% ayant répondu 36, c'est pas bon. Oui. Et 5% ayant répondu
20. Le chiffre magique. Voilà. En ce qui concerne la deuxième question, hein, donc, quelle est la limitation maximale de longueur de câble permise dans un réseau PoE? Eh bien, tout le monde a répondu, donc 100% a répondu 100 mètres. C'est très bien. C'est exact. Oui. Et donc, en ce qui concerne la troisième question, hein, lequel des différents types de PoE utilise 4 paires de fils pour la transmission de puissance? Eh bien, c'est une double réponse qu'il fallait donner, c'est-à-dire le type 3 et le type 4. Oui. Donc, 81% des auditeurs ont répondu le type 4, mais il s'agit également du type 3, et là, 19% ont répondu le type 3. Ben, c'est très bien. Je pense que, de manière générale, le message a été communiqué. Et donc, merci en tout cas. Merci à toi, Grégor. Malheureusement, nous n'avons pas su répondre à toutes les questions, mais nous allons y répondre par email. N'ayez crainte, toutes les questions auront leur réponse. Donc voilà, le webinaire est terminé. Nous vous remercions pour votre attention. Nous vous rappelons que nous organisons plusieurs séminaires, formations, bientôt des formations physiques lorsque le Covid sera derrière nous, mais aussi des formations en ligne, notamment nos e-learning, donc avec des sujets qui vous intéresseront certainement. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter notre site web Volta. Encore, merci pour votre attention. Merci Grégor. Merci à toi, Ignacio. Ben, je t'en prie. Et à bientôt. À bientôt, au revoir.